Hello Anso, merci de nous recevoir. On est très content de faire cette interview avec toi. C'est notre premier Fanatalk vidéo et on découvre ton coin à la frontière suisse romande. Exact. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet endroit où tu nous emmènes aujourd'hui pour se promener? Alors oui, ici on est vraiment à la frontière entre la France et la Suisse romande. Il y a plein de coins super chouettes avec énormément de bois, il y a des points d'eau, des petites rivières, etc. Donc j'ai découvert tout ça parce que je viens du sud de la France. D'accord. Et donc j'ai pas du tout l'habitude de ces paysages et de voir des montagnes au loin, parce que je viens de Camargue où tout est plat et Ah ouais. on voit pas grand chose. Et donc ouais, j'ai découvert la richesse de tous ces paysages et puis de toute cette faune aussi. Voilà, il y a plein de chevreuils, des sangliers, il y a des biches aussi ici. C'est pas ton coin d'origine? Oui, alors c'était pas du tout prévu, mais il se trouve qu'après mon doctorat sur les flamants roses en Camargue, je me suis lancée dans la vulgarisation scientifique, notamment via des documentaires sur l'environnement. Ok. Et il y avait une boîte de production suisse qui faisait un reportage sur le laboratoire où j'ai travaillé en Camargue. Et donc ça a été mon premier pied dans le monde du documentaire. Et puis j'ai continué à collaborer avec eux et ça m'a amenée ici en Suisse. Il y a beaucoup de gens qui me demandent alors ça consiste en quoi, docteur en écologie? C'est pas un métier, c'est un diplôme. C'est après ton doctorat, t'es docteur, donc tu sais pas, t'es docteur mais tu sais pas soigner de. C'est le fameux, la fameuse blague de Ross dans Friends. Hein. Il est docteur en paléo, mais il soigne personne. Cette personne, ouais. Et donc en fait, voilà, c'est un diplôme. Et puis après, soit tu continues dans la recherche, soit tu trouves un métier ailleurs qui est lié à l'environnement ou pas. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont fait un doctorat et qui ont complètement changé de vie, mais ils restent très souvent dans l'écologie, dans l'environnement, et avec voilà, des valeurs ancrées vraiment pour tout ce qui est important pour beaucoup à notre génération, quoi, la protection, l'environnement, etc. Je ne les prévois pas à l'avance. C'est par mes lectures, c'est par mes recherches qui vont m'emmener. Voilà, je vais chercher un truc sur la menthe religieuse, par exemple, parce que j'en ai croisé une. Et du coup, je me dis, tiens, il y a ça c'est une question intéressante. Donc, je vais la creuser. Et je sais pas tous les détails par cœur. Hein. Faut pas, voilà, quand on fait de la vulgarisation, Oui, en fait, on est sur des sujets très très larges, très très vastes. Et donc moi, ma spécialité, c'est le flamant rose, c'était le sujet de ma thèse, et c'est le comportement animal. Mais il y a tellement d'espèces, il y a tellement de comportements différents, c'est tellement immense que je suis pas spécialiste de tout. Donc il y a évidemment plein de choses que je sais via ma formation, via mes lectures, ma curiosité quotidienne. Mais je vais souvent creuser un peu plus loin, je vais lire des articles scientifiques, etc. Donc c'est vraiment par hasard, c'est via ma curiosité que je tombe sur tel sujet que je me dis tiens ça c'est hyper intéressant quoi. Parce que ça m'intéresse moi, je me dis ça peut peut-être intéresser les gens. Et est-ce que tu es parfois interpellé par des followers, des fans qui te disent tiens Anso, ça serait bien si tu pouvais Oui. traiter ce sujet, ça m'intéresse. Oui. Et voilà, du coup tu t'interagis aussi avec ta communauté de Ouais. cette manière-là. Alors il y a pas mal de gens. Là cet été on m'a demandé de faire un truc sur l'éthique, je l'ai toujours pas fait par D'accord. exemple. Donc ça passionne pas vraiment l'éthique. Si, j'avais fait un post sur l'éthique il y a un petit bout de temps, mais ouais, quand je suis prise sur un sujet, c'est difficile de me détourner de ce sujet pour passer à autre chose, mais oui, ça m'arrive du coup d'être inspirée pour les sujets par les followers, mais je dois l'admettre, je ne le fais pas systématiquement. Quoi. Okay. Voilà, J'imagine que quand tu as commencé, pareil que tu devais pas être super à l'aise. Alors non, alors ça peut paraître bizarre maintenant parce que j'ai l'air super à l'aise. Alors j'ai l'air, hein, des fois voilà, il y a plusieurs prises et je bug. Et en tout début, il y a 3 ans, ouais. J'ai commencé que par des posts et c'était dur pour moi de me filmer. Ouais. Ah ouais. Oui, alors en fait Rewild, c'était une association de plusieurs associations pour la protection animale qui s'est proposé de racheter un zoo qui était un zoo en perdition. C'est vrai que le bien-être animal n'était pas respecté et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Un zoo en Bretagne, à Pont-Scorff. L'histoire de Rewild, en utilisant vraiment la com et le côté très putaclic, aidez-nous à acheter un zoo et libérons les animaux sauvages. Il n'y a pas plus mensonger comme communication. Et à côté de ça, on a un système en France dans le milieu de la recherche où on a de moins en moins de sous,
l'État se désengage de plus en plus, en tout cas dans le milieu vraiment écologie, comportement animal. Mais c'était absolument ni scientifique ni réaliste. Alors qu'à côté, moi ce qui me révolte, c'est la quantité d'argent qui a été amassée pour rien, pour perdre du temps pour ces animaux, alors qu'il aurait été très bien utilisé ailleurs. Alors je l'espère parce qu'en fait, des fois je me dis que je parle à des convaincus, puisque forcément, voilà, si on me suit, c'est qu'on est intéressé par la nature. Mais donc c'est pour ça que mon objectif, c'est de réussir à vulgariser le plus possible, de manière humoristique, etc., pour toucher un max de personnes, même ceux qui ne seraient pas d'emblée vraiment sensibles à la cause ou forcément intéressés. Mais je pense qu'effectivement, on en parle de plus en plus et on est... Non, je pense que réellement, il y a un mouvement d'intérêt, en tout cas, qui se crée. Après, concrètement, il faut agir, ça c'est clair. Alors ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des fois où on est très pessimiste et on se dit que c'est foutu. Il y a des fois où on arrive à voir des succès par-ci par-là dans certaines régions sur la planète où on a des espèces qui reviennent ou des états de santé de population qui s'améliorent. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas trop, trop la joie. Donc on peut être pessimiste de temps en temps, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Par contre, quelque part, je me rassure en me disant que voilà, même s'il va y avoir des échecs de notre part pour préserver cette planète, c'est pas grave. Quelque part, la nature nous survivra. Oui, l'ours polaire va disparaître si on fait rien. Ça va être très compliqué de toute façon pour lui avec ce qui nous attend niveau réchauffement climatique. Mais c'est nous les premiers, c'est nous Homo sapiens qui allons trinquer. Et si on disparaît de cette planète, il y aura quelque chose d'autre. Mais c'est pour ça, c'est l'argument premier. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on agisse? C'est pour nous sauver nous-mêmes aussi. De toute façon, je pense que le discours qui dit sauver la planète, il faut arrêter parce que la planète, elle n'est pas en danger du tout. C'est les habitants qui sont sur cette planète, éventuellement, qui sont en danger. Enfin, bon, les animaux trinquent aussi quand même. Oui, c'est ça, enfin, les êtres vivants. Mais la planète elle-même, elle va survivre, il n'y a aucun problème. Oh, elle a vécu pire avant. Exactement. C'est sûr que c'est très anthropocentré comme réflexion de dire sauvons la planète parce que et je pense que surtout elle évolue tout le temps. En fait, exactement, mais ça dépend surtout de l'échelle de réflexion. Donc évidemment, moi j'ai envie de me battre et je trouve ça tellement catastrophique de voir des populations qui s'effondrent, de dire mais on n'a plus que 700 000 guépards en Afrique, c'est terrible. On est des milliards nous-mêmes, et quelque part on se réjouit des fois parce qu'on dit que la population a augmenté de 1000 individus, alors que nous on est des milliards, enfin, on est sur des échelles. Mais voilà, et puis la vie, le côté pessimiste ou optimiste qu'on peut avoir dépend aussi de la distance qu'on prend par rapport à la situation. Un de mes boulots, c'est je m'occupe des contenus scientifiques dans un musée, le musée du Léman, qui est en Suisse. Et donc on a fait cette exposition sur le cygne, puisque c'est l'un des emblèmes du lac. Et cet oiseau, le cygne tuberculé, puisqu'il y a d'autres espèces, est un oiseau qui est présent dans énormément de points d'eau presque partout dans le monde, parce qu'il a été domestiqué puis donné comme cadeau diplomatique un petit peu à droite à gauche, parce qu'il a cette élégance, ce prestige. Et en fait, moi je le regardais pas du tout, ce cygne. Je m'y intéressais absolument pas. Et donc j'étais un petit peu embêtée parce qu'il fallait que je coécrive ce bouquin et que je m'occupe de la partie biologique, alors que c'est pas du tout l'oiseau que je cherchais à observer quand j'allais me balader autour du lac. Un peu comme nous les pigeons à Paris, quoi. Ouais. Tu les vois tous les jours, mais finalement... Vous avez des cygnes aussi à Paris. C'est vrai. Mais du coup ça a été passionnant parce que je me suis ravisée, parce que j'ai dû m'intéresser à cet oiseau que je regardais pas. Parce qu'il n'y a aucune quête en fait avec le cygne, parce que quand on est ornitho, on aime le côté quête, chasse de l'animal, dans le sens observation. Et puis en fait c'est un animal qui est fascinant aussi, qui a une biologie fascinante. Et c'est ce que j'explique aussi dans cette expo, c'est que toutes ces espèces communes de proximité, il ne faut pas les oublier, parce que c'est de la biodiversité facile, entre guillemets, puisqu'elle est facilement accessible. Et quoi de mieux que cette faune accessible pour commencer à s'intéresser à la nature, à la biodiversité, et pourquoi pas à la protéger. Et puis je fais souvent le parallèle en disant qu'à l'école, on n'apprend pas tout de suite les intégrales, on nous apprend d'abord les additions. Donc au lieu de s'intéresser tout de suite à des espèces rares qu'on ne va pas forcément voir, eh bien intéressons-nous à des espèces
addition, Ouais. comme le cygne, comme des animaux de proximité. D'ailleurs, le livre, je l'ai à peine aperçu, mais il a l'air très bien illustré. Il y a des Ouais. très belles photos. La couverture est magnifique. Voilà. Je l'ai coécrit, donc c'est vraiment, je tiens, voilà, je l'ai coécrit, je bosse avec le conservateur du musée, sinon j'ai écrit un livre sur le flamant rose. Ah oui, exact, oui, Ouais. ça on a vu aussi. Et sur la Camargue en fait. Donc ton sujet de thèse, on le Exactement. rappelle. En Suisse, là, tu dois avoir l'été, ça doit être fabuleux. Quand tu montes dans les montagnes, là, tu dois avoir Ouais, et c'est plein d'oiseaux que j'avais pas l'habitude de côtoyer quand tu es en moyenne montagne. Ça doit être un peu le royaume des ornithos au-dessus du lac, non? Ouais, et puis les Suisses il y a vraiment une culture ornitho, quoi, mais assez ancienne. Bah, d'ailleurs, le Luc Hoffmann qui a fondé la Tour du Valin en Camargue est suisse, était suisse. Alors, pas forcément. En fait, c'est la Camargue qui me fascinait. D'accord. J'habitais pas très loin, mais j'ai eu j'ai attrapé le virus de la Camargue, je crois que c'était en 2007. Je suis allée la première fois à la Tour du Valin, qui est le laboratoire perdu en pleine Camargue, où j'ai fait ma thèse ensuite. Et j'étais allée pour un stage, et là, j'ai été envahie par cette région qui est complètement à part, quoi. Et donc après, quand il s'agit de trouver un sujet de thèse, bah, il se trouve qu'il y en avait un qui était sur le flamant rose. Donc là, j'arrivais à réunir et ma passion pour cette région et j'allais faire une thèse sur l'oiseau emblématique qui intéresse tout le monde, le flamant rose. Alors comme j'ai ton très beau t-shirt Fanatura avec un colibri topaze. On sait que les colibris sont les seuls oiseaux à pouvoir voler à reculons. On sait moins que ce sont des oiseaux qui sont incapables de marcher. Ils ne peuvent pas utiliser leurs pattes pour marcher, donc ils sautillent. Avec les deux pattes côte jointes, à côte, ouais. ils peuvent pas mettre une devant. Ils peuvent pas marcher, tout simplement, mais ils s'en fichent, ça leur sert pas. En fait, ils sont très souvent en vol, stationnaires. Alors j'en ai pas, ou ça dépend des jours, c'est comme le côté optimiste ou pessimiste par rapport à l'état de la Il n'y en a planète. pas une qui te parle plus que d'autres. Non, il y a celle que je connais le plus qui est le flamant rose, évidemment. Ouais. Après, non, c'est vrai que j'aime beaucoup les oiseaux parce qu'ils font rêver, ils font rêver, il y a ces migrations qui sont fascinantes, mais j'ai pas une espèce. En fait, j'ai ce côté où je m'intéresse pendant une semaine à une espèce, puis je passe à une autre après. Okay. Donc c'est des obsessions, en fait, passagères. J'aime beaucoup le lierre, parce que la forme du cœur viendrait du lierre, de la forme de la feuille du lierre. Ouais. D'ailleurs, c'était utilisé par les Romains à l'époque quand ils fermaient leur toge. Il y avait, j'espère pas me tromper, il y avait en décoration des feuilles de lierre à la place du cœur. Voilà, donc j'aime bien cette plante. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie, c'était un vrai plaisir de faire cette petite balade, ce Fanatalk dans la nature à côté de chez toi. Merci à toi. Une vraie belle conversation entre passionnés de la nature. Alors, cher monsieur, vous volez mes roses, vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite